Ragna est un perdant moche, pathétique et puceau qui ne peut même pas tuer un bébé dragon. Mais un jour, il obtient le pouvoir du plus fort chasseur de dragons, Riz, une princesse sexy qui ferait n'importe quoi pour lui, et il bat le dragon le plus fort. Dans ce monde, les dragons sont les créatures les plus puissantes à cause de leur ancien sang magique. Ils sont plus forts et plus habiles que les humains. Il n'existe que deux façons pour un humain de tuer un dragon. L'exposer à la lumière du soleil ou percer son cœur avec de la sylverine, un matériau spécial qui gèle un dragon lorsqu'il touche sa mère. Pour cette raison, ceux qui pouvaient tuer des dragons sont devenus connus comme des chasseurs de dragons. Cependant, même avec ces chasseurs, les dragons continuent d'attaquer les villes, tuant des millions de personnes, y compris les chasseurs eux-mêmes. Un seul chasseur de dragons a survécu, Ragna. Il était le seul à rester après la destruction du royaume. Voulant se venger, il a traqué Ultimatia, la chef de la lignée des dragons, et l'a défiée, mais il était complètement surclassé. Elle l'a facilement battu. Il était faible. Juste un orphelin, un inconnu, un perdant. Sa vie avait été maudite dès le début. Quand il avait 3 ans, des dragons ont mangé ses parents. Ses proches l'ont pris en charge, mais les dragons les ont tués aussi. Il a été vendu à une famille riche, et quelques mois plus tard, les dragons sont réapparus et les ont massacrés. Peu importe où il allait, les dragons apparaissaient, tuaient tout le monde autour de lui et le laissaient en vie. Les gens ont commencé à le craindre, croyant qu'il était maudit. Pendant 8 ans, cette malédiction l'a suivi. Même après avoir perdu contre Ultimatia, il a survécu, lui faisant souhaiter être mort. Les dragons voulaient l'achever, mais Ultimatia les a arrêtés. Elle a vu son passé, comment il avait survécu à chaque attaque de dragon. Pour elle, c'était un signe de Dieu. Si Ragna avait survécu à tant de choses, alors il devait avoir été choisi. Elle a décidé de le faire serviteur de Dieu. Elle a créé une lame de son propre sang et l'a poignardé, commençant un rituel pour le transformer en dragon. Son corps brûlait de l'intérieur alors que le sang de dragon se mélangeait au sien. Ses souvenirs, ses émotions et sa haine commencèrent à s'estomper jusqu'à ce qu'un nom lui vienne à l'esprit, Lenika. Lenika était la seule personne qui l'avait jamais sauvé. Quand il était harcelé enfant, elle est intervenue et a repoussé les harceleurs. Elle s'est présentée comme chasseuse de dragons et lui a demandé de se joindre à elle. Il avait peur. S'il s'approchait d'elle, elle pourrait mourir comme tout le monde. Mais elle était différente. Elle était forte, elle lui a dit « Seuls les faibles meurent ». Pour la première fois, Ragna avait quelqu'un sur qui il pouvait compter. Ils sont devenus partenaires, chassant les dragons ensemble, bien que ce soit elle qui faisait la plupart du travail. Elle était puissante, tuant sans effort les dragons plus faibles, et elle est devenue connue comme la meilleure chasseuse de dragons de la ville. Pour Ragna, elle était une héroïne. Il voulait être utile pour elle, même s'il était faible. Il s'entraînait en secret, sachant qu'il n'égalerait jamais sa force, mais espérant pouvoir l'aider de quelque manière avant sa mort inévitable. Un jour, leur ville a été attaquée par un puissant dragon nommé Grumor. Il n'était pas comme les dragons plus faibles, c'était un dragon supérieur, capable de manipuler la magie du sang en armes et en flammes. Alors que la ville s'effondrait, Lenika s'est précipitée pour le combattre avec Ragna qui la suivait. Les gens mouraient partout. Ragna a essayé de tendre une embuscade à Grumor, mais son épée s'est brisée à l'impact. Grumor a riposté, le frappant avec des flammes de sang et le jetant dans une rivière. Lenika a vu cela et était furieuse. Elle a attaqué Grumor de toutes ses forces, mais contrairement au dragon qu'elle combattait habituellement, il était différent. Même en se retenant, il l'a facilement maîtrisé. Elle commença à se demander s'il était le dieu dragon lui-même. Grumor était vexé. Comment un simple humain pourrait-il le comparer au puissant dieu dragon? Enragé, il l'a attaqué à nouveau. Elle a esquivé, mais il a décidé de l'humilier davantage. Il a révélé qu'il n'était que le 10e dans la lignée des dragons, l'un des dragons supérieurs les plus faibles. Il lui a également dit la vérité terrifiante. Le destin de tout le royaume dépendait de l'humeur d'une seule petite fille. Pour les dragons, les humains étaient si faibles qu'une attaque capable de détruire un royaume n'était rien de plus qu'une plaisanterie pour eux. Il a ri et a frappé à nouveau. Cette fois, il a tué Lenika. Ragna avait été tiré de la rivière et avait repris conscience juste à temps pour la voir mourir. Son monde s'est effondré. Son héros, la seule personne qui lui ait jamais donné de l'espoir, était parti. La malédiction était réelle. Peu importe combien il essayait, tous ceux qu'il aimait mouraient et il était toujours laissé derrière. Grumor a massacré le reste de la ville, mais Ragna a survécu. Dévasté et rempli de rage, il jura de tuer chaque dragon existant. Il consacra sa vie à la vengeance. Il s'entraîna sans relâche, manquant de mourir à plusieurs reprises, mais ne s'arrêta jamais. Il s'est fait de nouveaux alliés en chemin, mais ils sont tous morts. Il continuait de perdre tout le monde autour de lui, mais il avançait, refusant de laisser ses souffrances être vaines. Des années plus tard, il a de nouveau affronté Ultimatia. Cette fois, elle a essayé de le transformer en dragon encore une fois, mais Ragna a refusé. Il a pris son épée argentée et s'est poignardé au cœur, préférant la mort à devenir ce qu'il détestait. Ultimatia, déçu, est parti avec sa lignée. Mais juste après son départ, Crimson, le précédent monarque dragon, est arrivé et a ressuscité Ragna. Avant que Ragna ne puisse se réveiller, Crimson a disparu. Maintenant vivant à nouveau, Ragna s'entraînait encore plus. Il a encore perdu de nombreuses batailles, mais il ne cessait de s'améliorer.
Au fil des décennies, il s'est battu jusqu'à ne plus jamais perdre. Son épée argentée a finalement fusionné avec son corps, lui permettant de produire de l'argenté à partir de sa propre chair. Il a dépassé les limites humaines et est devenu le plus grand chasseur de dragons de tous les temps, au même niveau que les monarques dragons. Il avait enfin acquis le pouvoir de tout protéger, mais il n'y avait plus rien à protéger. Un jour, Crimson est revenu. Ragna, rempli de haine, a immédiatement essayé de le tuer, mais Crimson avait plusieurs corps et était immortel. Au lieu de riposter, il a fait une offre à Ragna. Il voulait faire équipe. Crimson avait le même objectif que Ragna, éliminer tous les dragons. Ragna était choqué, il n'avait jamais imaginé qu'un monarque dragon dirait une telle chose. Crimson lui a alors dit qu'une fois leur mission terminée, Ragna devrait tuer le dernier dragon restant, Crimson lui-même. Sans hésitation, Ragna a accepté. Ensemble, ils ont commencé une guerre contre les dragons, mais le processus était trop lent, ils avaient besoin d'une méthode plus rapide pour finir les dragons. C'est à ce moment-là qu'ils ont élaboré un plan pour renvoyer Ragna dans le passé, permettant à son moi plus jeune d'hériter de son pouvoir actuel. Ragna a été renvoyé à la nuit de l'attaque, juste avant la mort de Lenika. À ce moment-là, le jeune Ragna était encore inconscient dans la rivière, et Lenika ignorait le danger. Le vieux Ragna a transféré tous ses souvenirs douloureux et son immense pouvoir à son moi plus jeune en le poignardant avec son épée en argent. La transformation était atroce. Le jeune Ragna a crié de douleur alors que la puissance écrasante le traversait. Les chasseurs de dragons qui l'avaient retiré de la rivière étaient terrifiés. À ce même moment, Grumvert était sur le point de tuer Leonika, mais avant qu'il ne puisse le faire, le jeune Ragna s'est réveillé. En un instant, il a congelé tous les dragons plus faibles sans même essayer. Sa présence entière avait changé, son expression était froide, son aura terrifiante. Grumvert s'est arrêté en plein milieu d'une attaque, paralysé par la peur. Il a reconnu ce pouvoir écrasant. Cela ressemblait à celui d'un monarque dragon, mais cela venait de Ragna. Essayant de faire le dur, Grumvert s'est transformé en dragon. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Ragna l'a complètement gelé et l'a brisé en morceaux. Leonika, encore en vie, regardait sous le choc. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Ragna, submergée par l'émotion, courut vers elle et s'effondra dans ses bras. Pour la première fois, il l'avait sauvée. Le lendemain, la catastrophe frappa à nouveau. Un puissant dragon de la forêt nommé Melgibd a attaqué la ville. Ragna dormait encore, mais Leonika s'est précipitée dehors pour protéger les gens. La forêt elle-même semblait vivante, des arbres sans fin bougeaient et attaquaient comme des créatures vivantes. Certains ont même atteint la chambre de Ragna, essayant de l'atteindre. Voyant cela, Leonika est retournée pour le sauver, mais les arbres ont bloqué son chemin. Avant qu'il ne puisse attaquer, Ragna s'est soudainement réveillé. Sans hésitation, il a gelé tous les arbres de la région, puis a rapidement localisé Melgibd au fond de la forêt. Le dragon dévorait des servantes. Ragna, sans réfléchir deux fois, s'est élancé vers lui à toute vitesse. Leonika, inquiète de sa charge téméraire, a couru après lui, mais elle ne pouvait pas le suivre. Il était devenu bien trop rapide maintenant. Lorsque Ragna a atteint Melgibd, il a donné un coup de pied volant au dragon, juste au moment où il allait manger une jeune servante, l'envoyant voler à travers la forêt. Mais quand Ragna s'est tourné vers la servante, il a réalisé quelque chose de choquant. Ce n'était pas une vraie bonne, c'était Crimson, l'ancien monarque dragon, déguisé. Ragna supposa immédiatement que Crimson était là pour lui, mais Crimson, complètement confus, n'avait aucune idée de ce qui se passait ou de qui était ce gamin fou attaquant des dragons comme si de rien n'était. Cependant, Ragna avait déjà les souvenirs de son passé. Il savait que Crimson avait toujours été comme ça. Leonika a finalement rattrapé son retard. Mais Melgibd était déjà en train de se remettre et de foncer vers eux. Elle s'est mise en position pour se battre, mais avant qu'elle ne puisse agir, Ragna s'en est occupé instantanément. Il a nourri le dragon d'une bombe argentée, le faisant exploser et détruisant ainsi toute la forêt. Leonika était là, choquée. Elle ne pouvait pas croire à quel point Ragna était devenu puissant. En plaisantant, elle a dit qu'il serait difficile de le rattraper maintenant. Mais Ragna n'a pas souri. Au lieu de cela, il lui a dit de quitter le pays. Leonika était abasourdie. Elle ne comprenait pas pourquoi il disait cela. Elle a refusé de l'accepter, elle lui a crié dessus, elle était la chef, c'était elle qui donnait les ordres, pas lui. Ragna s'est figée, Leonika avait toujours été calme, forte et juste dans chaque situation. Pourquoi ne pouvait-elle pas voir que c'était le meilleur choix? Mais ensuite, la réalité l'a frappée. Oui, Leonika était forte et calme, mais elle était aussi juste une enfant, une fillette de 12 ans, forcée de grandir trop vite. Elle devait être forte à cause de lui, parce qu'il était trop faible pour se protéger, mais maintenant, les choses avaient changé. Si elle restait avec lui, elle mourrait. Il savait que c'était un fait, il devait la sauver. Alors, il a répété les mots qu'elle lui avait dit une fois. Les faibles meurent. Les yeux de Leonika se sont remplis de larmes. Elle ne voulait pas être séparée de lui. Elle est devenue furieuse, pensant qu'elle pourrait prouver sa force en le combattant. Elle l'a chargé, épée à la main, mais Ragna n'a même pas bougé. Sa lame, autrefois brandie par le plus fort des chasseurs de dragons, a été arrêtée sans effort par un seul des doigts de Ragna. Il l'a fait quitter le pays avec les autres chasseurs de dragons, la regardant partir en pleurant.
Une fois que Leonika était partie, Ragna se tourna vers Crimson. Crimson, qui faisait toujours semblant d'être une jeune fille sans méfiance, voulait juste rentrer chez elle. Mais Ragna continuait à insister qu'il était le précédent Dragon Monarch. Cela n'avait pas de sens. Crimson était encore en vie, même sous la lumière directe du soleil. Ragna l'a expliqué simplement. Crimson n'était pas encore mort, mais il n'était plus le monarque ailé. Crimson haussa les épaules, faisant comme si ce n'était pas grave. Alors qu'il commençait à s'éloigner, Ragna s'est soudainement effondré, son corps était brûlant de fièvre, Crimson soupira. Il était sur le point de partir, mais comme Ragna l'avait sauvé plus tôt, il a décidé de rester. Plus tard, quand Ragna s'est réveillé, Crimson lui a immédiatement demandé au sujet des dragons qui détruisaient le royaume. Ragna n'a pas hésité. Il a expliqué qu'il devait agir maintenant. Le monarque ailé, menant les dragons Ultimatia, devait être tué. Crimson n'en revenait pas, cela semblait ridicule. Mais Ragna était très sérieux. Il lui a dit que dans le futur, il l'avait déjà fait. C'était possible, mais cette fois, il le ferait encore plus vite car ils s'étaient déjà rencontrés. Crimson se détourna, plongé dans ses pensées. Ragna en savait trop sur lui. Cet avenir dont il parlait sans cesse, il ne s'était pas encore produit pour Crimson. Mais au lieu de s'inquiéter, Crimson trouvait cela divertissant. Pendant que Ragna était inconscient, Crimson avait secrètement analysé son corps. Ce qu'il a découvert était stupéfiant. L'épée argentée de Ragna s'était fusionnée avec sa chair, lui permettant de produire de l'argenté naturellement. Son potentiel était incroyable. Crimson, toujours en train de comploter, était ravi. C'était une façon complètement nouvelle de détruire les dragons. Il était impatient de l'essayer. Tout en continuant de jouer l'innocente petite fille, Crimson remarqua soudain un groupe de dragons volant à proximité. Ils se dirigeaient vers le groupe de Leonika. Ragna les vit aussi. Il n'allait pas les laisser s'enfuir. Il prit Crimson et courut après eux à une vitesse incroyable. « Des ordres » demanda Ragna. Crimson sourit. « Détruisez-les » et Ragna fit exactement cela. Il a donné un coup de pied à un des dragons avec une telle force que les autres sont restés figés de stupeur. Puis, d'un geste de la main, il a invoqué plusieurs épées argentées, les lançant vers un autre dragon. Au moment où ils ont touché son corps, il s'est figé. L'une des épées a volé vers Crimson, il l'a attrapée et l'a examinée. Son verdict, l'épée elle-même n'avait rien de spécial. En fait, c'était du déchet, mais parce qu'elle était imprégnée du pouvoir de Ragna, elle pouvait geler un dragon instantanément. Si même les chasseurs de dragons de niveau moyen pouvaient utiliser ces armes pour tuer des dragons supérieurs, alors le pouvoir de Ragna dépassait tout ce que Crimson avait imaginé. C'était trop profond. Si Crimson pouvait produire en masse ses épées, il pourrait posséder la race des dragons. Avec cette idée en tête, il vomit nonchalamment un peu de slime et lui ordonna de faire son travail. Le slime engloutit joyeusement les dragons restants, les dissolvant jusqu'aux os. Puis Crimson laissa enfin tomber l'acte, il révéla sa véritable identité et accepta de s'allier avec Ragna, mais seulement sous une condition. Ragna a dû boire un poison spécial. S'il trahissait jamais Crimson, le poison le tuerait instantanément. Crimson n'était pas stupide. Le pouvoir de Ragna était terrifiant et il avait besoin d'une assurance. Mais à la surprise de Crimson, Ragna n'a pas hésité une seconde. Il a attrapé la fiole et l'a bu d'une seule gorgée. Crimson a cligné des yeux, il ne s'y attendait pas. Puis, avec un sourire en coin, il s'est assis devant Ragna. « Toi et moi, dit-il, allons exterminer tous les derniers dragons. » Il s'est penché en avant, les yeux brillants d'excitation. Et quand nous aurons terminé, nous tuerons le dieu dragon. Ragna le regarda sans ciller. Et à la fin, Crimson ajouta avec un sourire « Tu me tueras aussi ». Le lendemain, Ragna et Crimson ont poursuivi leur voyage. En chemin, ils ont croisé un groupe de personnes qui luttaient contre quelques dragons faibles. Sans hésiter, Ragna est intervenu et a vaincu les dragons facilement, laissant le groupe sous le choc de sa force. Après la bataille, Crimson s'est approché de Ragna et a suggéré de regarder comment le groupe se battait, voulant voir leurs compétences en action. Pendant ce temps, le chef du groupe, Michael, réconfortait quelques enfants, ce qui a donné à Crimson une idée de ce qui se passait. Il a rassuré tout le monde en disant qu'ils étaient en sécurité maintenant, puisque Ragna s'était occupé des dragons. Il a présenté Ragna comme Ragna le Faucheur, un puissant chasseur de dragons qui avait tué de nombreux dragons supérieurs. Ce n'était pas vrai, mais le groupe l'a cru et a commencé à appeler Ragna par ce nom. Michael s'est ensuite présenté et est immédiatement tombé à genoux, suppliant de l'aide. Il a expliqué que leur ville, Tortière, avait été détruite par un dragon supérieur. Une tornade massive avait dévasté la ville, les forçant à fuir. Le dragon responsable était Disaster Thrower, le troisième dragon du classement de la lignée ailée, un puissant utilisateur du vent capable de provoquer des tempêtes mortelles. Crimson reconnut le nom et expliqua que Disaster Thrower était habile à utiliser le vent pour masquer sa présence. En entendant cela, Ragna était impatient de se battre et voulait le poursuivre immédiatement. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Crimson posa une main sur son épaule et le poussa doucement vers le bas. Ragna s'est soudainement effondré et a réalisé qu'il ne pouvait pas bouger. Crimson lui a dit de se reposer pendant 3 jours, mais il était clair qu'il avait paralysé Ragna exprès. Il ne voulait pas qu'il interfère. Étant donné que Ragna était hors de combat, le groupe s'est tourné vers Crimson pour obtenir de l'aide à la place. Désespérés, ils lui ont offert tout ce qu'ils avaient, de l'argent, des armes, même leurs épées. Mais Crimson a refusé.
ils connaissaient la raison de leur désespoir. C'était la culpabilité. Ils avaient fui leur ville et laissé des gens innocents derrière eux. Maintenant, ils avaient honte de leurs actions. Crimson a aggravé les choses en leur rappelant les personnes qu'ils avaient abandonnées. Michael tomba à genoux en pleurant. Il a admis qu'il était trop faible pour sauver qui que ce soit. S'il avait le pouvoir comme Ragna et Crimson, il serait resté et aurait protégé son peuple. C'était exactement ce que Crimson voulait entendre. Sans hésitation, il tendit une épée à Michael et lui dit qu'avec elle, il pourrait combattre les dragons. Michael accepta l'épée et les autres chasseurs de dragons se tinrent derrière lui, montrant leur soutien. Crimson avait maintenant pris le contrôle sur eux. Crimson a ensuite conduit le groupe de retour à Tortière, mais au lieu de prendre la route normale, il a utilisé une porte magique qui les a transportés dans une armurerie cachée. À l'intérieur, ils ont trouvé un énorme stock d'armes, mais ce qui a le plus attiré leur attention, c'était des balles infusées avec de la silverine faites du pouvoir de Ragna. Dans le même temps, les espions slime de Crimson avaient suivi les mouvements de Disaster Thrower. En utilisant les informations qu'ils avaient recueillies, il a créé une simulation de la ville pour montrer la situation. La tornade était encore active, mais elle ne bougeait pas. Disaster Thrower n'attaquait pas, il attendait simplement. On lui avait ordonné de rester sur place. Crimson a décidé qu'il était temps d'agir. Avant l'aube, Crimson a prononcé un discours inspirant aux chasseurs de dragons, les remplissant de détermination. Avec leur confiance élevée, ils se sont dirigés vers la ville pour combattre le lanceur de désastre. Ils l'ont vite trouvé. Crimson, comme toujours, avait un plan. Il a utilisé un haut-parleur pour se moquer et insulter Ultimatia, sachant que cela énerverait le dragon. Le lanceur de désastre a mordu à l'hameçon et a commencé à les poursuivre. C'était exactement ce que Crimson voulait. Crimson mena le dragon vers le soleil levant. À mesure qu'ils accéléraient, le lanceur de désastre devenait plus en colère. Les chasseurs de dragons commencèrent à tirer des balles en argent dans la tornade, l'affaiblissant. Puis Crimson passa sous un pont. À ce moment-là, la tornade s'est complètement effondrée. Disaster Thrower s'est retrouvé à découvert. Confus et vulnérable, Ragna avait imprégné le pont de Silverine, brisant la tornade. Avant que lanceur de désastre ne puisse réagir, une flèche massive en argent formée par la gelée de Crimson le traversa. 5 chevaliers maintenaient la flèche en place, le piégeant complètement. Lanceur de désastre essaya d'invoquer son vent, mais il était trop faible. Sa magie était épuisée et le soleil se levait. La combinaison de l'effet de congélation de l'Argentine et de la chaleur du soleil brûlait son corps. Soudain, le sol sous lui s'effondra et la flèche d'argent se brisa en deux. Disaster Thrower tomba, gravement blessé mais toujours en vie. Furieux, il attrapa la pointe de flèche dans sa poitrine et tenta de l'extraire. Mais en faisant cela, il tourna le dos à ses ennemis. Ce fut sa dernière erreur. En un instant, Crimson l'écrasa avec le véhicule, le réduisant en morceaux. Puis ils brûlèrent ses restes et lui coupèrent la tête. Crimson commenta que c'était la fierté de Disaster Thrower qui avait causé sa perte. Il avait sous-estimé ses ennemis et en a payé le prix. Après la bataille, Crimson a fourni de la nourriture, des véhicules et des armes aux chasseurs de dragons restants et aux survivants. Avant qu'ils ne partent, il a lancé un sort pour effacer leurs souvenirs de lui. Michael a remercié Ragna pour son aide et Ragna a reconnu leur bravoure. Ils se sont serrés la main et les chasseurs de dragons sont partis. Une fois qu'ils étaient partis, Crimson a sorti une radio de son chapeau. Un message a été diffusé, la frontière est attaquée. Tous les citoyens doivent évacuer vers la capitale immédiatement. Ne vous approchez pas de la frontière sous aucun prétexte. Ragna a immédiatement réalisé que c'était un piège. Les dragons n'attaquaient pas seulement la frontière, ils forçaient tout le monde à se rendre à la capitale pour tous les tuer au même endroit. Il devait se rendre immédiatement à la capitale. Crimson s'est déguisé en femme sous le nom de Véronique et a laissé Slime en charge de Ragna qui était encore faible et malade. Il a promis de revenir dans 2 heures et a disparu dans la foule. En traversant la ville, Crimson a remarqué quelque chose d'étrange. Bien que des milliers de réfugiés soient arrivés, les rues étaient trop vides. Il a réalisé que des gens étaient secrètement tués. Entre-temps, Ragna et Slime ont vu une foule se rassembler. L'armée a révélé des dragons gelés, couverts par une bâche. Puis, devant tout le monde, ils ont brûlé les dragons pour montrer leur puissance. Les gens ont applaudi, croyant que la capitale était en sécurité, mais Ragna savait que c'était tout un mensonge. En s'éloignant, il a soudainement croisé Ultimatia. Elle était déguisée en citoyenne ordinaire. Elle s'est tournée vers lui et a demandé s'il allait bien. Le corps de Ragna s'est tendu. Elle l'a reconnu immédiatement et a voulu l'abattre sur le champ. Mais Crimson lui avait ordonné d'attendre. Et les dragons supérieurs d'Ultimatia, Nebulum et Borgius étaient à proximité. Se forçant à rester calme, Ragna se retourna et s'éloigna. Dès qu'il partit, Nebulum apparut à côté d'Ultimatia. Il remarqua Ragna et devint immédiatement méfiant. Mais Ultimatia sourit simplement et dit qu'il était juste malade à cause de la foule. Nebulum, qui tombait souvent malade lui-même, vomit soudainement. Ragna a profité de la distraction pour disparaître. Pendant ce temps, Crimson et ses serviteurs, Golem et Chimera, ont examiné des images d'Ultimatia au palais. Ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Ultimatia n'était jamais visible à la caméra. Elle n'apparaissait que lorsque le roi était blessé et avait besoin de soins. Crimson a compris pourquoi. Ultimatia ne pouvait pas arrêter le temps et le remonter en même temps. S'il l'attaquait,
elle rembobinerait le temps pour se guérir, mais en faisant cela, elle ne pourrait pas arrêter le temps. C'était la clé pour la tuer. Crimson, Golem et Chimera avaient une seule tâche maintenant, s'assurer que Ragna termine le travail sans interférence. En même temps... Ragna marchait dans la ruelle, perdu dans ses pensées, se demandant s'il avait fait le bon choix en ne combattant pas Ultimatia quand il en avait l'occasion. Il avait l'impression d'avoir laissé passer une opportunité. Alors que ses doutes devenaient plus forts, il imagina soudain Crimson à ses côtés, le rassurant qu'il avait fait le bon choix. Mais malgré les mots de l'illusion, Ragna ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il fallait arrêter Ultimatia avant qu'elle ne puisse causer plus de mal. Déterminé à corriger son erreur, il s'est tourné vers Slime et lui a dit de contacter Crimson et de l'informer qu'il avait trouvé Ultimatia. Sans attendre de confirmation, il est parti, mais Slime ne lui a pas obéi. Au lieu de transmettre le message de Ragna, il a appelé Crimson et a rapporté que Ragna était allé à l'encontre de leur plan et agissait de son propre chef. Pendant ce temps, Ragna est arrivée à l'emplacement d'Ultimatia. Elle aidait doucement un enfant perdu à retrouver ses parents, apparaissant presque maternelle. Mais ensuite, sans hésitation, elle s'est tournée vers Nebulam et a demandé avec désinvolture si la famille était sur la liste des disparitions. Ragna, cachée à proximité, a entendu leur conversation et un sentiment de froid s'est répandu en lui. Nebulam a expliqué que sa méthode pour faire disparaître les gens était indolore et ne laissait aucune trace derrière, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ultimatia sourit, satisfaite de sa réponse, qualifiant cela de véritable salut. La façon dont elle parlait si légèrement d'effacer des innocents, comme si c'était un acte de miséricorde, faisait bouillir le sang de Ragna. Il avait vu assez, sans réfléchir, il s'est avancé et a tranché Nebulam avec son épée, le paralysant instantanément. Au début, Ultimatia ne remarqua même pas ce qui s'était passé. Elle ne réalisa que quelque chose n'allait pas lorsque le corps de Nebulam s'est effondré en morceaux devant ses yeux. Ce fut le moment où elle comprit que Ragna était son ennemi. Sans hésiter, elle enleva son déguisement et essaya d'arrêter le temps, mais Ragna était trop rapide. Avant qu'elle ne puisse activer sa magie, il s'est précipité vers elle et l'a découpée. Elle a immédiatement remonté le temps pour se soigner, mais Ragna ne lui a pas laissé une chance de récupérer. Dès qu'elle a repris vie, il l'a frappée de toutes ses forces, brisant à nouveau son corps. Elle a remonté le temps encore une fois, mais Ragna l'a frappé à nouveau. Cela est devenu un cycle sans fin. Chaque fois qu'Ultimatia a remonté le temps, Ragna l'a tué de nouveau. De loin, Crimson et ses alliés entendaient les bruits de la bataille. Le combat devenait de plus en plus intense et Ultimatia continuait à essayer de riposter. Elle invoqua des flammes de sang pour attaquer Ragna, mais il riposta sans effort avec ses épées Silverine, lampe à lampe. Crimson, observant de loin, était agacé que Ragna ait agi sans sa permission. Mais en même temps, il était curieux, il voulait voir combien de temps Ultimatia pouvait endurer avant d'atteindre sa limite. La réponse est arrivée assez vite, Ultimatia a perdu le compte du nombre de fois où elle est morte. Une sensation de terreur l'envahissait. Elle avait peur, elle qui avait toujours compté sur sa capacité à remonter le temps, réalisait que cela ne suffisait pas, elle manquait de temps. Borgius a essayé d'intervenir pour l'aider, mais avant qu'il ne puisse le faire, Golem l'a attaqué, le maintenant occupé. La bataille faisait rage, mais Nebula ayant de retenir Ragna en place. Mais Ragna déchaîna toute la puissance de Silverine, perçant la barrière comme si ce n'était rien. Nebulam a eu du mal à le renforcer, mais avant qu'il ne puisse le faire, Slime est soudainement apparu et l'a avalé. Avec Nebulam à nouveau hors de la voie, Ragna était libre. Ultimatia, qui avait à nouveau complètement guéri, a essayé de se calmer et de réévaluer la situation, mais Ragna n'a pas arrêté. Il a brisé toutes ses défenses encore une fois et a attaqué avant qu'elle ne puisse arrêter le temps. Elle a à peine réussi à remonter le temps en caché. Sa rage était écrasante. Il a frappé Ultimatia encore et encore, la force de ses coups brisant le sol. Ce n'est avec Slime, regardant les dragons gelés sous la bâche, mais quelque chose semblait mal. Avant ça, Nebulam est apparu et a commencé à attaquer Ragna par vengeance. Voyant Ragna incapable de riposter, Ultimatia s'est sentie soulagée. Mais ensuite, elle a remarqué quelque chose qui l'a paniqué encore plus. De la boue dissoudrait les mains de Nebulam, elle a rapidement arrêté Nebulam, mais en le faisant, elle a réalisé utile contre lui. Elle ordonna à Borgius de contacter le roi et de lui demander de tirer un puissant faisceau de lumière sur Ragna. Mais avant que l'attaque ne puisse se produire, Ragna se souvint soudain du moment dans le futur où elle lui avait injecté son âme à peine capable de se tenir debout, s'est échappée avec Ultimecia. Ragna avait perdu, mais Ultimecia était brisée. Elle a essayé d'arrêter le temps à nouveau, mais c'était exactement ce que Crimson avait prévu. À ce moment-là, il a fait Crimson a attrapé Ragna et s'est échappé par un portail de téléportation. Ils sont réapparus quelque part d'inattendu à l'intérieur de la base militaire de Lys Starlia, la deuxième princesse du royaume. Starlia est née sans bras, mais elle avait une capacité unique. Elle pouvait voir l'aura de toutes les choses et déplacer des objets avec son esprit. La première chose qu'elle a contrôlée était un service de couvert, ce qui lui a valu le surnom de la princesse des couverts. Les gens la voyaient comme un miracle et l'amour. Et à 9 h, elle avait arrêté un coup d'état.
À 10 ans, elle était devenue une maître orfèvre, créant certaines des armes en argent les plus solides qui existent. Maintenant, à 16 ans, elle était à la tête d'une unité militaire d'élite où ses soldats utilisaient des armes qu'elle avait personnellement fabriquées. Crimson la détestait profondément, non pas à cause de son pouvoir, mais parce qu'elle pouvait instantanément détecter les mensonges. Mentir était la façon dont Crimson survivait, et elle était la pire adversaire possible pour quelqu'un comme lui. Dès qu'elle l'a vu, elle a pointé ses armes sur lui et a exigé de savoir qui il était et comment il était arrivé là. Crimson savait que s'il disait quelque chose de mal, elle le tuerait immédiatement. Mais il avait aussi un avantage. Starlia et son unité essayaient de se téléporter hors du pays. Elles étaient traquées par 2 dragons supérieurs, ce qui signifiait que leurs objectifs étaient alignés sur les siens. S'il jouait bien ses cartes, il pourrait la convaincre de travailler ensemble. Mais la tromper ne serait pas facile. Starlia pouvait voir les auras et savoir quand quelqu'un mentait. Il devait mélanger un peu de vérité dans ses mensonges pour les rendre crédibles. Prenant un risque, il a révélé son œil gauche, choquant tout le monde dans la pièce. Il s'est présenté comme Krishwise, affirmant être un magicien. Certains magiciens sont nés avec des traits inhumains, et comme son unité avait un magicien, son histoire avait du sens. Starlia le regarda un moment, puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle lui tendit une énorme épée. Starlia ne donnait des armes qu'aux personnes qu'elle aimait bien. Crimson prit l'épée avec confusion, mais au moment où il l'attrapa, elle la lui arracha. C'était un piège. Dès qu'il a touché l'épée, Starlia a vu sa vraie nature, la véritable personnalité d'une personne et la somme de tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Ce que Starlia a vu était pure obscurité, mort, chaos, destruction. Immédiatement, elle a donné l'ordre. Toute son unité a dégainé leurs épées et l'a entourée. Elle l'a accusée d'être derrière les explosions à la capitale. Crimson a essayé d'expliquer, mais elle n'écoutait pas. Il s'est tourné vers Feuille, le magicien de l'unité, suppliant de l'aide. Mais Feuille a refusé. Il n'obéissait qu'à Starlia. Sans hésitation, Starlia a lancé son épée sur Crimson, cherchant à le tuer. Crimson a poussé un cri, mais au fond de lui, il n'avait pas vraiment peur. Il avait déjà un plan pour s'échapper, mais avant que l'épée ne puisse l'atteindre, Ragna apparut soudainement. Avec un timing parfait, Ragna bloqua l'attaque avec aisance. Il regarda Starlia et déclara qu'il était le seul autorisé à tuer Crimson. Toute la salle devint silencieuse. Personne ne comprenait comment Ragna était entrée. Même Starlia était si choquée qu'elle tomba au sol en poussant un cri. Son enseignante, Nazarena, l'a rapidement aidée à se relever. Mais dès qu'elle s'est tenue debout, Starlia a pointé du doigt Ragna et l'a appelé une épée avec des bras. Ragna était confus. Est-ce que Crimson lui avait fait quelque chose? Crimson était tout aussi perplexe. Starlia voyait le monde différemment des autres. Alors que regardait-elle exactement? Elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Pour Starlia, Ragna ne ressemblait pas à un humain. Elle a vu son aura, une fusion parfaite d'humain et d'argent, sculptée à la perfection, rayonnant d'une puissance immense. Elle a vu la force, le calme et une énergie débordante. Et pour elle, il était la personne la plus attirante qu'elle ait jamais vue. Son visage devint rouge vif. Elle se tourna vers Nazarena et chuchota. Que fais-je? Ragna et Crimson étaient tous deux sans voix. Aucun d'eux ne s'attendait à cette réaction. Ragna essaya maladroitement de parler à Starlia, mais avant qu'il ne puisse finir, elle se cacha derrière Nazarena, complètement embarrassée. En essayant de désamorcer la situation, Ragna a dit que lui et Crimson n'étaient pas là pour se battre. Si Crimson était un prisonnier, alors il accepterait d'être enfermé aussi. Toujours rougissante, Starlia a rapidement ordonné à ses soldats de les jeter dans une cellule. Une fois à l'intérieur, Crimson a craqué. Il a plaqué Ragna au sol et a marché sur sa tête en lui criant dessus pour avoir ruiné son plan. Ragna n'a même pas riposté, il avait seulement une chose en tête, il devait tuer Ultimecia dès que possible. Crimson, maintenant complètement frustré, a souligné que Golem et Chimera manquaient tous les deux. Il a exigé une compensation pour tout ce que Ragna avait gâché. Ragna a simplement dit « Je vais compenser en tuant Ultimecia ». Crimson voulait l'étrangler. Ragna a ensuite demandé à propos de Slime, ce qui a fait réaliser à Crimson qu'il l'avait complètement oublié. En vérifiant le coup de Ragna, Crimson a trouvé une minuscule goutte de slime. En utilisant les cheveux de Ragna et le petit morceau de slime, il l'a ressuscité. Mais quand Slime s'est reformé, il était beaucoup plus petit qu'avant. Crimson a immédiatement blâmé Ragna pour une nouvelle perte. Après que Ragna se soit excusé, Slime a demandé où ils étaient. Ni Ragna ni Slime ne connaissaient la réponse. Crimson expliqua qu'ils étaient dans une base militaire souterraine à Northernla. Les gens ici étaient en danger, des dragons supérieurs les visaient. Entendre cela a changé la vie de Ragna. Il avait voulu retourner à la capitale immédiatement, mais maintenant il savait que ces gens avaient besoin de protection. Pendant ce temps, les officiers de Starlia lui ont fait un rapport sur la situation actuelle. Les dragons avaient un comportement étrange, il n'y avait aucune activité du tout. Il ne semblait même pas qu'ils planifiaient une attaque. Quelque chose n'allait pas. Starlia réfléchissait attentivement avant de tirer une conclusion. Les dragons étaient partis, mais ils ne les laissaient pas partir.
Juste à ce moment-là, Crimson et Ragna entrèrent dans la pièce. Starlia vit Ragna et rougit immédiatement à nouveau, couvrant ses yeux. Essayant de rester calme, elle se ressaisit rapidement. Crimson proposa alors un marché. Il savait que Starlia prévoyait d'utiliser du sang de dragon pour alimenter un sort de téléportation. C'était un plan intelligent, mais cela ne fonctionnerait pas. L'ennemi était trop puissant. Cependant, s'ils travaillaient ensemble, ils pourraient fournir des informations précieuses. Et plus important encore, il avait une arme secrète qui pouvait tuer un dragon supérieur. Cette arme était Ragna le Faucheur. Dès que Starlia a entendu le nom de Ragna, elle est devenue rouge à nouveau, mais elle a rapidement refusé l'offre. Crimson a ensuite révélé le véritable danger auquel il faisait face, Olto Zora, l'un des dragons supérieurs qui les chassait. Le pouvoir d'Olto était la synthèse chimique. Il pouvait produire des poisons capables de tuer ou d'hypnotiser les gens. Son sang pouvait se répandre sous forme de brume, couvrant des champs de bataille entiers. Heureusement, ces poisons pouvaient être neutralisés par la lumière du soleil et l'Argentine. Starlia était sceptique, mais Crimson lui a rappelé que s'il mentait, elle le saurait. Encore incertaine, elle hésita. Crimson sourit en coin et dit « Si tu ne me crois pas, demande à Ragna ». Ragna, réalisant ce qui se passait, dit simplement « Crimson est terrible, mais il déteste les dragons plus que tout. C'est pourquoi je travaille avec lui. Si tu veux survivre, utilise-moi. » En entendant cela, Starlia s'est illuminée de bonheur. Son premier amour lui demandait de l'utiliser. Essayant de se montrer professionnelle, elle a accepté. Pendant ce temps, dans la capitale, Ultimecia était assise devant Volta Kamui. Il a placé la tête coupée de Michael devant elle. « Le faucheur vient pour toi, dit-il. » À la base militaire, le pouvoir de Ragna a été mis à l'épreuve. Il a infusé une épée avec de la silverine et l'un des soldats de Starlia, Isaac, a testé sa force en tranchant dans l'une des armes en argent de Starlia. La lame en silverine a réussi à couper à moitié dans l'épée, laissant tout le monde stupéfait. Ragna a expliqué que l'infusion de silverine ne durerait pas éternellement. Avec le temps, les épées se dégraderaient. Cependant, puisque les armes de Starlia étaient de haute qualité, il n'aurait pas à s'inquiéter que cela se produise trop tôt. Impressionné par les résultats, Starlia a décidé de faire infuser toutes les armes de la base avec le silverine de Ragna. Pendant ce temps, dans la chambre de téléportation, Fu et son équipe luttaient avec les cercles magiques. La quantité de sang de dragon nécessaire pour la téléportation était absurde. Ils avaient besoin d'au moins 15 dragons inférieurs juste pour téléporter une personne. Même s'ils tuaient tous les dragons les attaquant, cela ne suffirait toujours pas pour téléporter les 1850 personnes. Ils avaient besoin de plus de temps pour expérimenter, mais le temps était compté. À ce moment-là, Crimson est apparu et a proposé son aide. Fu ne lui faisait pas confiance, mais la situation était désespérée. Il n'avait d'autre choix que d'accepter son aide. Pendant ce temps, Starlia a rencontré Ragna en privé, elle lui a remis 3 épées de sa collection personnelle. Elle voulait lui forger une arme spéciale, mais il n'y avait pas assez de temps. Elle a ensuite révélé son véritable plan. Après la bataille, elle voulait quitter l'armée et devenir une fléau des dragons. Les Solariens protégeraient son peuple une fois qu'ils auraient quitté le pays, mais il y avait une forte chance qu'elle meure au combat. Si cela arrivait, elle voulait que Ragna prenne sa place et aide à protéger son peuple. Elle le supplia de le faire. Ragna refusa. Il n'aimait pas la religion solariane, et il lui a dit de ne pas agir comme si elle était destinée à mourir. Mais Starlia était ferme. Elle a expliqué que son intuition lui disait qu'elle était destinée à mourir depuis le début de la guerre. Elle est devenue plus assurée et a rappelé à Ragna que c'était lui qui lui avait dit de l'utiliser. Cela signifiait qu'il était son subordonné et en tant que tel, il devait obéir. Ragna était surpris. Il n'avait jamais pensé à mourir au combat. Si ça arrivait, ça arrivait. Mais Starlia était différente. Elle avait accepté la mort, s'y était préparée et l'avait affrontée avec une détermination totale. Sa volonté était inébranlable. Ça lui rappelait Léonica, c'était le genre de personne qu'il voulait protéger. Sans un mot de plus, il infusa les 3 épées de son pouvoir et dit à Starlia « Tu seras le fléau des dragons, je te protégerai ». Alors que le soleil se couchait, les soldats étaient prêts, attendant l'arrivée de l'ennemi. Dès que la nuit tomba, Olto Zora attaqua. Des racines massives semblables à des tentacules ont surgi du sol, s'écrasant sur la base. Les barrières que Starlia avait mises en place ont été brisées, mais la base elle-même est restée solide. Puis Territora est arrivé du ciel. Il a plongé vers la base avec l'intention de l'écraser à l'impact, mais Starlia s'est souvenu du conseil de Crimson. Au dernier moment, Territora a été contré. L'attaque a à peine endommagé la base et Territora a été envoyé en arrière. Olto était choqué. Territora, encore plus surpris, lui a dit qu'il avait été contré en plein vol. À distance, Ragna se tenait avec 2 épées infusées d'argentine brillante dans ses mains. Olto a immédiatement pensé que cela pourrait être le faucheur, mais Territora l'a rejeté. La substance argentée provenait de ses épées, pas de son corps. Si c'était vraiment le faucheur, il l'aurait tué. Territora se concentra sur Ragna, lui demandant son nom, mais Ragna refusa de parler. Il détestait parler aux dragons. Au lieu de cela, Territora suggéra qu'il communique par le combat. Pendant que Ragna se battait, Crimson informa les citoyens au sujet des dragons supérieurs. Les dragons supérieurs atteignent la maturité à des rythmes différents. Plus ils étaient talentueux, plus ils mûrissaient rapidement.
Territora avait pris 10 ans, cela signifiait qu'il n'était pas particulièrement doué, mais il compensait par une puissance brute. Il avait été humain autrefois et il avait emporté cette force avec lui. Même Ragna avait du mal à lutter contre lui. Peu importe combien de fois Ragna le coupait, il se régénérait immédiatement. Territora a attaqué Ragna avec du feu de sang, refusant de reculer. Ragna, frustré, a laissé tomber une de ses épées et a enlevé son gant. Il a infusé sa main nue avec du Silverine, agrippant son épée restante. Une puissance le traversa. Territora, sentant le changement, se prépara à une attaque totale. Les deux guerriers s'affrontèrent. Frappe du tueur de dragons contre le canon sismique. Leurs attaques se heurtèrent violemment, provoquant une immense explosion de feu et d'énergie argentée. Pendant un moment, il y eut un silence. Ensuite, Holto, inquiet pour Territora, l'a appelé. Une voix a répondu. Territora avait gagné. Ragna était étendu sur le sol, inconscient. Slime, perché sur sa tête, essayait désespérément de le réveiller. Même si Holto craignait encore que Ragna soit le faucheur, Territora était convaincu du contraire. Si c'était le cas, il le saurait. Il ne restait qu'une seule chose à faire, le tuer. Territora marcha vers Ragna, levant le pied pour l'écraser. Slime continuait d'essayer de le réveiller. Puis, au dernier moment, les yeux de Ragna s'ouvrirent brusquement. Il esquiva, choquant à la fois Territora et Holto. Il aurait dû mourir, mais il avait survécu en transférant sa conscience de son corps à son épée. Réalisant que Ragna était toujours une menace, Territora invoqua un groupe de dragons inférieurs pour le tenir occupé. Ragna se défendit, mais il était épuisé, blessé et crachait du sang. Pourtant, il a refusé d'abandonner. Territora, en revanche, avait déjà perdu tout intérêt. Ragna a essayé de l'arrêter, lui rappelant qu'ils étaient censés se battre jusqu'à la fin. Territora a ri. Il avait déjà obtenu sa réponse. Si l'épée de Ragna pouvait résister à sa puissance, il aurait gagné. Holto a ordonné à Territora d'aller sur le lieu de Starlia et de la frapper avec son canon. Ragna, désespéré, a essayé de l'arrêter, mais les dragons inférieurs étaient innombrables. Il était à genoux, luttant, puis les renforts sont arrivés. Shin et Garm sont apparus, abattant les dragons et sauvant Ragna. Shin a immédiatement réprimandé Ragna pour avoir lutté contre des adversaires si faibles. Ragna, confuse, a demandé pourquoi ils étaient là au lieu de défendre la base. Plus de dragons ont attaqué, mais Shin et Garm les ont facilement éliminés. Garm a expliqué que la plupart des entrées de la base avaient été bloquées. L'escouade d'Isaac gardait la seule entrée restante, tandis que Starlia combattait aux côtés de 200 soldats. Ils étaient venus aider Ragna, mais Ragna ne voulait pas d'aide. Cela a mis Shin en colère. Ragna insistait qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Il n'est jamais mort. Puis, soudainement, il glissa du dos d'un dragon. Shin l'a vu et a immédiatement lancé une attaque puissante, nettoyant la zone. Il a crié à Ragna. Ils avaient tous le devoir de tuer autant de dragons que possible, mais Ragna voulait le faire seul. Il leur a dit d'aller se cacher dans la base. Shin a pété les plombs. Il a défié Ragna en duel. Cette fois, il était déterminé à gagner. Ragna, confuse, avait à peine le temps de réagir. Shin a attaqué agressivement, obligeant Ragna à se battre sérieusement. Mais Ragna a sous-performé et Shin a gagné. Saisissant Ragna par les cheveux, Shin lui a rappelé que c'était aussi leur combat. Ensuite, Slime a chuchoté à Shin. Il savait où Tarak Tora était allé. Shin, Garm et Ragna sont partis, prêts à terminer cette bataille. Starlia s'est retrouvée dans une situation dangereuse. Holto Zora l'avait trompé pour la faire le suivre dans la forêt sombre, essayant d'utiliser l'environnement à son avantage. Mais elle ne s'inquiétait pas. S'il pensait que la forêt était son territoire, elle la rendrait simplement sienne. Elle a érigé une barrière puissante, créant une cage autour de la zone. Tant qu'elle restait en contrôle, elle croyait pouvoir gérer ce qui arrivait. De plus, le sort de téléportation était presque prêt, tout ce qu'il devait faire était de survivre et de continuer à se battre jusqu'à ce qu'il soit activé. Mais Holto avait déjà compris leur plan. Il savait qu'ils utilisaient la magie des dragons comme source d'énergie pour la téléportation. Starlia utilisait sa vue d'aura pour scanner la zone, voyant les dragons comme des figures sombres brillantes au loin. Le problème, c'était que toute la forêt était également noire, rendant impossible de voir ce que les dragons faisaient réellement. Puis elle aperçut quelque chose d'encore pire, un groupe massif de zombies se dirigeant vers eux. Son cœur se serrait. Ce n'étaient pas des monstres ordinaires. Holto avait ramené des gens innocents sous forme de morts vivants, les utilisant pour ralentir leur progression. Puisque le sort de téléportation fonctionnait en déplaçant tout le monde dans son rayon, Holto avait doublé le nombre de personnes dans la région. Cela signifiait que l'équipe de Starlia devait maintenant rassembler 2 fois plus de magie de dragon pour s'échapper. Elle serra les poings, cherchant à réfléchir rapidement. Elle ordonna à son équipe de rester vigilante et d'attaquer tout mouvement dans la forêt. Mais avant même qu'elle puisse finir de parler, une embuscade vint d'en haut. Elle parvint à peine à la bloquer avec une barrière avant que la véritable bataille ne commence.
un grand groupe de dragons est apparu, mais quelque chose n'allait pas. Ce n'étaient pas de simples dragons de bas ou moyen niveau. Ils utilisaient des attaques spéciales, des techniques que seuls les dragons supérieurs devraient avoir. Cela signifiait que même s'ils n'étaient pas au rang le plus élevé, ils étaient tout aussi forts. Il y en avait 40. La bataille est devenue complètement chaotique. Starlia a essayé de prendre le contrôle, criant des ordres et dirigeant son escouade. Mais la situation devenait incontrôlable. Pendant ce temps, Holto se tenait à distance, observant attentivement. Il se concentrait sur l'équipe de téléportation et la façon dont ils absorbaient la magie des dragons. Quelque chose ne collait pas. Le cercle d'absorption était trop grand. Il s'étendait sur 2 km de large, quelque chose qu'un pays comme Lys n'aurait pas dû pouvoir créer. Cela signifiait que quelqu'un d'autre les aidait. Puis Holto se souvint de quelque chose. Nebula m'avait signalé avoir vu une femme à côté du corps inconscient de Ragna. Elle avait utilisé de la magie de barrière plus puissante que la sienne. Pouvait-elle être derrière tout cela? Même si Holto se sentait confiant dans sa victoire, il commençait à se sentir un peu inquiet. Il savait qu'il y avait encore des choses qui pouvaient mal tourner. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Tant qu'il capturait en Starlia, il pouvait stopper la téléportation avant qu'elle ne soit terminée. Si elle commençait à perdre espoir, elle pourrait même se téléporter toute seule, abandonnant son peuple. C'est ce qu'Holto devait faire. Il devait prendre le contrôle du cercle magique à l'intérieur de la base. Pendant ce temps, Isaac était en plein combat. Défendre la base était devenu un cauchemar. Ses soldats de première ligne avaient été anéantis en quelques secondes et il n'avait même pas vu comment cela s'était passé. Il était confus, mais il n'y avait pas de temps pour s'arrêter et réfléchir. Un dragon adulte est arrivé, et dès qu'il est entré, la barrière protectrice de la base a été désactivée. Des dizaines de soldats sont morts sur le coup. Isaac a rapidement ordonné à son escouade de battre en retraite pendant que le peloton d'exécution les couvrait. Mais ce n'était pas n'importe quel dragon. C'était un utilisateur de magie. Crimson les avait prévenus que, comme Ultimatia pouvait contrôler le temps, il pourrait y avoir des dragons avec des capacités similaires, et il avait raison. Les soldats ont ouvert le feu, mais avant que les balles ne puissent atteindre le dragon, le temps s'est soudainement arrêté. Puis une vague d'énergie a explosé vers l'extérieur, anéantissant encore plus de soldats et renversant Isaac au sol. Il se sentait impuissant. Comment était-il censé combattre quelque chose qui existait en dehors du temps ? Mais il a refusé d'abandonner. Il a pris son épée et a couru en avant. Il devait y avoir une faiblesse. Peut-être que le dragon ne pouvait pas arrêter le temps pour toujours, peut-être qu'il y avait une limite. Quoi qu'il en soit, il devait agir rapidement tant que le temps avançait normalement. Le dragon a attaqué de nouveau, libérant une autre explosion d'énergie. Mais cette fois, Isaac a réussi à le bloquer et à toucher, éraflant l'épaule du dragon. Le dragon a sauté en arrière, se préparant à arrêter le temps à nouveau. Mais avant qu'il ne puisse, Crimson est soudainement apparu. Pendant une fraction de seconde, le dragon hésita. L'apparition de Crimson l'a confus, il ressemblait à Ultimatia, et c'était suffisant pour faire hésiter le dragon. Puis, Crimson lui a lancé une petite balle. Le dragon a instinctivement arrêté le temps, mais c'était exactement ce que Crimson voulait. La balle a explosé. Un éclair aveuglant de lumière solaire a jailli, brûlant le dragon vif. Il a crié de douleur, incapable de réagir. En quelques secondes, son corps est devenu cendre. Le temps a repris. La bataille était terminée. Isaac et les autres soldats, encore aveuglés par l'éclair, luttaient pour se rétablir. Crimson expliqua calmement ce qui s'était passé. Sa balle flash stockait la lumière du soleil, mais normalement, un éclat de soleil ne durait qu'une fraction de seconde. Cependant, comme la balle ne s'activait que lorsque le temps s'arrêtait, l'éclair était prolongé, ne laissant au dragon aucun temps pour s'échapper. Soudain, quelqu'un parla, mais Isaac ne reconnut pas la voix. Il demanda qui c'était. Crimson souriait. C'était l'un des 1500 citoyens qu'il avait recrutés. Ces gens étaient désespérés de se battre, alors il leur a donné des armes et les a hypnotisés. Isaac a protesté, mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, Crimson l'a hypnotisé aussi. Il avait besoin d'un plan de secours. Puisque Holto avait découvert leur stratégie de téléportation, il avait besoin de la contrer. Sa solution, les civils hypnotisés combattraient les zombies. De cette façon, il pourrait réduire le nombre de personnes dans la zone de téléportation, rendant ainsi plus facile de rassembler suffisamment de magie. Soudain, un bruit fort de crash a résonné à travers la base. Le 13e héritier de la lignée Wing essayait de s'introduire dans la salle de téléportation. Mais chaque fois qu'il essayait, des barrières bloquèrent son chemin. Frustré, le dragon cria. À proximité, Fu essayait de dormir. Agacé, il se leva et s'approcha. Le dragon exigea d'être conduit au cercle magique de téléportation en échange d'une mort paisible. Mais Fu n'était pas intéressé par les accords, il voulait juste tuer le dragon. Plus tôt, il avait dit à Starlia que le sang d'un dragon mature contenait 100 fois plus de magie que celui d'un dragon inférieur. Ce dragon était parfait pour le sort de téléportation. Fu a libéré toute sa puissance, utilisant ses bras non humains pour tuer le dragon en quelques secondes, puis il a absorbé toute sa magie. Satisfait, il se tourna vers son équipe, seulement pour que celle-ci commence à l'attaquer. Ils l'accusèrent d'avoir perdu le contrôle de ses bras non humains. Crimson observait tout avec amusement. Il était impressionné par la puissance de Fuse. Maintenant, il s'intéressait à prendre le contrôle de cette unité.
Juste à ce moment-là, les racines d'Olto ont traversé la zone, attaquant la base. Mais les civils hypnotisés ont riposté, détruisant instantanément les racines. Crimson a souri et a dit à tout le monde d'accélérer. De retour dans la forêt, la bataille a continué. Starlia et son équipe étaient submergés. Les dragons contrôlaient les airs, renversant les soldats au sol. Starlia a essayé de lancer quelques soldats dans les airs pour riposter, mais elle a été blessée lorsqu'un dragon a percé sa barrière et a attaqué. Olto a souri. C'était exactement ce à quoi il s'attendait. Starlia était trop inexpérimentée dans les batailles à grande échelle. Elle commandait à la fois l'attaque et la défense sans se rendre compte à quel point c'était épuisant. Il pensait que la bataille était terminée. Puis Teratora l'a averti, Ragna, Shin et Garm arrivaient. Ragna semblait être en train de mourir, mais il continuait de courir, de se battre, d'avancer. Olto ressentait une sensation de terreur, il avait mal calculé. Puis, Ragna a libéré tout son pouvoir Silverine. D'un seul coup d'épée, il a éliminé une horde entière de dragons sans même les toucher. Pendant que tout ce chaos se produisait, Teratora s'agaçait de voir à quel point Ragna était têtu. Il craignait que la détermination de Ragna puisse inspirer les autres. Mais Oltozora pensait que cela n'avait pas d'importance. Starlia était déjà gravement blessée et ne pouvait pas bouger. Des dragons ont essayé de l'achever, mais un soldat nommé Christopher est intervenu pour la sauver. Elle lui a dit de se diriger vers le nord-ouest. Plus tôt, elle avait demandé à Crimson de l'aider à trouver Olto. Il l'a averti que c'était dangereux, mais a supposé qu'Olto se cachait à environ 1 km de la base. Avec cet indice, Starlia a compris que Teratora avait traîné Ragna pour l'empêcher de trouver Olto. Crimson lui a également dit qu'Olto pouvait faire pousser des yeux supplémentaires autour de lui pour espionner une large zone. Elle a donc concentré ses sens sur la direction qui offrait la meilleure vue et l'a repéré. Réalisant qu'elle l'avait trouvé, Olto a libéré un gaz toxique pour l'arrêter. C'est alors que Nazarina s'est approchée de lui discrètement et l'a attaqué, lui tranchant la tête et le cœur pour découvrir que c'était un faux corps. Elle a laissé le vrai travail à Starlia et a disparu. Starlia l'a remercié et a utilisé ses pouvoirs pour manipuler le sol et faire sortir le vrai Olto de sous terre. Elle a demandé à Christopher de lancer une épée vers lui, ce qui a fait paniquer Olto, et le supplier de lancer une attaque de canon sur la forêt. Juste à ce moment-là, Ragna et les autres ont aperçu Teratoro, et il les a vus aussi. Il a commencé à les bombarder tout en se renseignant auprès d'Olto, qui pensait avoir éliminé Starlia. Olto est apparu devant elle et a loué sa force. Crimson lui avait autrefois parlé de la princesse Lucia, une héroïne légendaire qui a combattu des dragons et est devenue un miracle aux yeux des Solariens. Les gens croyaient que Starlia était sa réincarnation. C'est drôle, Olto travaillait pour Lucia à l'époque où il était humain et il se souvenait toujours d'elle après être devenu un dragon. Crimson pensait que si Starlia se battait, Olto deviendrait fou en se souvenant de Lucia. Cela semblait se produire maintenant car Olto lui a demandé de rejoindre la lignée ailée parce qu'il ne voulait pas qu'elle meure. Il a même dit que ses soldats voulaient probablement qu'elle survive aussi. Starlia s'est réveillée en réalisant qu'Olto la voyait comme Lucia. Elle s'est tenue droite et lui a dit qu'elle pouvait contrôler le Silverine, un matériau créé pour combattre la magie. Elle a expliqué qu'elle pouvait plier cette résistance comme elle le voulait. Même si elle n'était pas plus forte que lui au combat, sa volonté était plus forte dans le monde de la magie. Elle a invoqué de puissantes barrières et une lance massive qui a transpercé Olto et l'a cloué à un arbre. Même s'il s'est figé sur place, il a créé une bouche sur son front juste pour continuer à parler. Il a essayé de l'empoisonner, mais 2 soldats ont surgi et l'ont emporté, refusant de la laisser être capturée. Christopher est arrivé et a retiré la lance d'Olto, le terminant enfin. Ensuite, Starlia a contacté son équipe télépathiquement, leur disant de canaliser tout leur esprit combatif dans la lance. Elle a absorbé leur volonté et a dirigé Christopher pour lancer la lance sur Teratora. Olto a averti Teratora qui a contre-attaqué avec une attaque de canon. Les deux se sont affrontés avec une énorme explosion, mais la lance était plus forte grâce à la détermination des soldats. Olto s'est transformé en monstre et a tenté de tuer Starlia, mais Nazarina l'a sauvé à nouveau. La lance a transpercé Teratora et Ragna l'a attrapé, la fusionnant avec son bras pour libérer une explosion écrasante de Silverine. Teratora a essayé de riposter, mais il était trop tard. Ragna est tombé sur Slime et s'est inquiété que Teratora ait utilisé ses dernières forces pour s'autodétruire, alors il a demandé à Slime de l'emmener terminer le travail. Pendant ce temps, Olto a paniqué, appelant Teratora. Teratora a répondu qu'il était en train de mourir mais qu'il voulait finir en beauté. Olto lui a dit tristement de le faire et est parti. Teratora s'est chargé d'énergie et a explosé de toute sa puissance. Ragna est arrivé juste à temps, libérant une énorme quantité de Silverine pour retenir l'explosion. Les soldats ont vu l'explosion et ont réalisé que si Ragna échouait, ils étaient tous morts. Il était durement repoussé. Son épée était sur le point de se briser et Starlia l'a remarqué. En blâmant son épée, elle s'est sentie écrasée. Mais au lieu d'abandonner, elle a quitté son corps et a rejoint Ragna spirituellement. Elle a placé sa main sur la sienne et a aidé à renforcer l'épée. Elle lui a dit de donner tout ce qu'il avait. Ragna a ressenti son énergie et la force combinée de son unité derrière lui. Ensemble, ils ont renforcé le pouvoir du Silverine et ont gelé la majeure partie de l'explosion. Mais l'explosion continuait de les pousser de plus en plus fort. C'est alors que Ragna a révélé son dernier tour.
Il avait une épée à l'intérieur de son propre corps et a demandé l'aide de Starlia pour la libérer. Quand elle s'est connectée avec lui, elle a vu les souvenirs de son avenir solitaire et s'est sentie émue. Ragna a utilisé son attaque Silverine la plus puissante, tandis que Starlia l'a façonnée parfaitement avec ses pouvoirs. Ragna a réalisé qu'il n'avait plus à se battre seul et que ce nouvel espoir dans son cœur était plus fort que tout. Il a mis toute son énergie dans un dernier coup de poing, libérant toute cette puissance à travers l'épée et au-delà. Holto, regardant de loin, était stupéfait, réduit au silence. L'explosion était figée, Ragna se tenait droit devant elle avec Starlia et Slime derrière lui. Starlia a commencé à pleurer, pensant à quel point le futur Ragna était puissant et incroyable, mais il s'était quand même retrouvé tout seul. Cela ne lui convenait pas, et cette pensée la fit pleurer encore plus. Ragna la remercia d'avoir rencontré son futur moi, et d'avoir aidé lui et son équipe à remporter ce combat. Elle l'a remercié aussi et a dit que son dernier geste était vraiment cool. Ensuite, avec un peu de timidité, elle lui a demandé de laisser tomber Crimson et de venir avec elle. Elle a promis de ne pas lui laisser un avenir si misérable. Elle lui a dit d'y réfléchir, mais elle n'allait pas accepter un non comme réponse. Elle est partie et est retournée dans son corps. Ragna était resté là, admiratif devant elle, la remerciant encore d'avoir traversé cela avec lui. Ils s'étaient sauvés mutuellement. Puis, il s'est effondré d'épuisement. Plus tard, Starlia s'est réveillée dans son corps et a activé le sort de téléportation. Tout le monde était ravi que cela ait fonctionné, mais cette joie a disparu lorsque Voltekamui est soudainement apparu et a coupé la tête de Starlia. Il l'a remise en place avec des involtures et est allé droit vers Ragna. Il a aussi éliminé Slime avant que Slime ne puisse agir. Ragna avait atteint sa limite. Il ne restait plus qu'à puiser dans la force qui lui restait. Il était maintenant confronté au boss final. De retour dans la capitale, Nebulum était anxieux. Ultimatia lui a dit que Voltekamui avait rejoint la bataille et l'a rassuré en lui disant de ne pas s'inquiéter, car Voltekamui ne perdrait pas contre quelqu'un de faible comme Ragna. La bataille entre Ragna et Voltekamui a commencé. Plus tôt, Crimson avait averti Ragna de ne pas combattre Voltekamui parce qu'il avait volé une griffe du monarque Griffe, ce qui le rendait extrêmement dangereux. Mais Ragna a oublié et a continué à se battre. Voltekamui était incroyablement rapide, portant plusieurs coups sans laisser de répit. Pourtant, Ragna a tenu bon, l'a même frappé avec sa tête et lui a tranché la tête. Mais Voltekamui s'est régénéré instantanément et a jeté Ragna au sol avec une décharge électrique. Ragna s'est relevé et a frappé avec son épée, mais Voltekamui l'a brisé et l'a encore mise à terre d'un coup de pied. Avant que Voltekamui ne puisse l'achever, Ragna a bloqué l'attaque avec une boule d'énergie argentée et un morceau d'épée brisé. Il a même réussi à couper la main de Voltekamui. Ragna a essayé d'utiliser une autre épée, mais elle s'est brisée à l'impact. Puis Voltekamui a sorti la griffe. Ragna s'est effondré, incapable de bouger, mais ensuite, il a entendu la voix de Starlia et s'est soudainement réveillé dans un endroit paisible et abandonné. Starlia était là. Il courut vers elle, lui tenant les épaules, choqué qu'elle soit en vie. Elle sourit et lui demanda de l'appeler Lia. Il le fit et cela la fit rougir. Il demanda à propos de la téléportation et elle le conduisit vers les autres. Mais avant qu'il ne les atteigne, elle s'est arrêtée et a dit qu'elle avait autre chose à faire. Elle voulait forger l'épée dont elle avait toujours rêvé, l'épée comète d'argent. Elle a expliqué qu'il y a longtemps, une comète d'argent a traversé le ciel qui est devenue l'origine de tout l'argent. Elle voulait créer une épée digne de lui. Soudain, le sol sous lui céda, et il tomba en criant son nom. C'est alors qu'il se réveilla. Tout cela n'était qu'un rêve, mais il pouvait encore sentir sa présence, ce qui le réconfortait. Il regarda autour de lui, bandé et reposant dans une tente, tandis que des soldats à proximité dormaient paisiblement. Ragna sort et réalise qu'il est dans le même camp qu'il avait vu dans son rêve. L'endroit semble abandonné et quelques soldats sont assis autour, visiblement se sentant désespérés après tout ce qu'ils ont traversé. Slime est là aussi, essayant de les remonter. Quand Ragna apparaît, Slime devient excité et heureux de le voir réveillé. Isaac s'approche et dit à Ragna que les personnes qui l'ont soigné veulent le voir. Il emmène Ragna rencontrer les Solarians, appelés les Carlas. Ce sont les mêmes personnes qui ont essayé de le sauver, même si son corps en argent a rejeté la magie, ce qui a rendu très difficile de le guérir. Mais dès que Ragna les voit, il se prépare à en tuer un immédiatement parce qu'ils ressemblent tous à Ultimatia. Isaac l'arrête rapidement et explique que ces femmes travaillent pour l'église solaire. Les Carlas expliquent alors tout. Il y a longtemps, il y avait un chasseur de dragons légendaire nommé Carla, l'un des saints de l'église. Elle avait un pouvoir rare de contrôler le temps et l'église la respectait tellement qu'après sa mort, ils ont créé des milliers de clones basés sur elle. Ces clones ont été utilisés comme guérisseurs pendant la guerre contre les dragons. Cependant, ces clones n'étaient jamais parfaits. La plupart ne pouvaient vivre qu'environ 4 ans. Et chaque fois qu'ils utilisaient la magie du temps, leur durée de vie diminuait encore plus. Seulement quelques clones étaient spéciaux. Clone numéro 19835 était l'un de ces rares. Contrairement aux autres, elle avait des émotions et une connexion plus forte avec le pouvoir original de Carla. Elle travaillait en première ligne en tant que meilleure guérisseuse, mais ensuite elle a fait une énorme erreur. Elle a guéri un jeune dragon qui avait causé de la douleur à l'église. Cela allait à l'encontre de tout ce en quoi il croyait. 8 ans plus tard, même le dieu soleil est apparu pour la punir,
tous ses futurs clones ont été détruits, et elle a été condamnée à mort. Juste au moment où elle allait être exécutée, le temps s'est soudainement arrêté. Une version enfantine de Carla est apparue et lui a demandé de devenir sa servante. Cet enfant était en réalité le dieu dragon, qui n'avait pas de corps réel et changeait de forme en fonction du cœur de ses adeptes. Carla, effrayée et désespérée de vivre, a accepté. Le dieu dragon l'a transformée en monarque dragon en lui donnant du sang de dragon. Elle a reçu un nouveau nom, Ultimatia. Elle est devenue l'une des 13 monarques dragons qui suivent la volonté du dieu dragon, un groupe appelé le Sang du Vent. Ils ont commencé à tuer des humains sous le commandement du dieu dragon, et tout a commencé parce que le dieu dragon aimait une pâtisserie dans la ville de Dopiu. Carla a protégé cette ville, mais lorsque la boutique a été cambriolée et fermée, le dieu dragon s'est fâché comme un enfant gâté et a décidé de détruire tout le royaume. Après cette longue explication, les Carlas demandent à Ragna de devenir une Dragonscourge pour protéger les réfugiés. Ragna refuse, même lorsqu'ils offrent de bonnes récompenses. Puisqu'il a dit non, les Carlas refusent également d'aider les réfugiés parce que Starlia n'est pas devenue une Dragonscourge. Et maintenant, Ragna ne prendra pas sa place non plus. Soudain, Ragna voit une lumière provenant d'un des bâtiments abandonnés. C'est Chimera qui lui fait signe. Avant de partir, il se tourne vers la principale Carla et lui demande pourquoi l'église ne les a jamais aidés. Elle dit que l'église n'aide que ceux qui prouvent qu'ils sont un miracle de Dieu. Selon elle, Starlia a échoué à ce test, mais Ragna l'a réussi. C'est pourquoi seul lui est qualifié. Cela rend Ragna furieux. Il frappe la table et crie que si Dieu est si puissant, pourquoi ne descend-il pas tuer les dragons lui-même ? Il leur dit d'aider les réfugiés et, en retour, il s'occupera d'Ultimatia. Ensuite, il part avec Slime pour trouver Crimson dans le bâtiment que Chimera a indiqué. Crimson attend là-bas et le guérit complètement dans la chambre du globe. Crimson n'avait rien de mieux à faire pendant 2 jours, alors il a réparé la chambre du globe et l'a reconnecté à sa base sur la lune. Ils se téléportent tous là-bas. Ragna dit à Crimson que Starlia est toujours en vie, mais Crimson ne le croit pas. Il rappelle à Ragna que sa tête a été coupée, elle est morte. Ragna explique que leur connexion semble toujours vivante à travers leurs auras. De plus, Voltekamui a rattaché sa tête après l'avoir coupée, comme si elle s'était simplement réenclenchée, et il a pris tout son corps avec lui, pas seulement sa tête. Cela doit signifier quelque chose. Crimson n'est toujours pas convaincu. Ragna l'interrompt, disant qu'il aurait aimé pouvoir dire aux soldats qu'elle est vivante. Il veut la revoir, alors il demande de l'aide à Crimson. Mais Crimson ne veut pas agir sur un peut-être. Ils ne peuvent pas gagner un combat contre les dragons en ce moment, surtout avec Voltekamui et la magie du temps de leur côté. Ils auraient besoin d'un moyen de les surprendre, et ils n'ont pas ça. Ragna propose de combattre Voltekamui pendant que Crimson s'occupe d'Ultimatia. Crimson dit qu'il a besoin de temps pour se préparer. Il ne voit aucun avantage à se battre maintenant, mais Ragna dit que Starlia est la raison. Elle en vaut la peine. Crimson est choqué. Il pensait que Ragna était de son côté, pas de celui de Starlia. Ils ont fait une promesse et Crimson ne peut pas le perdre maintenant. Ragna dit qu'il ne va pas mourir. Il ne meurt jamais. Crimson pense que c'est juste de la chance. Ragna rit et dit qu'il va arrêter de compter sur la chance. Les souvenirs de son temps avec l'unité inondent son esprit. C'est à ce moment-là qu'il comprend enfin pourquoi il veut se battre. Ce n'est pas seulement pour tuer des dragons, c'est pour sauver des gens afin qu'ils puissent sourire à nouveau. Il n'a plus besoin de l'aide de Crimson, mais il lui demande d'au moins ouvrir la porte vers la Terre. Crimson voit que Ragna n'est plus quelqu'un qu'il peut contrôler. Il ouvre la porte, mais avertit Ragna. Il le regrettera. Alors que Ragna essaie de passer, il s'effondre par terre. C'est le poison de leur première rencontre. Crimson explique que cela s'active lorsque Ragna essaie de le quitter. Il traite Ragna d'outil inutile, disant qu'il n'a jamais voulu que les compétences de combat de Ragna. Il pourrait simplement créer quelqu'un d'autre maintenant, ou même transformer Ragna en zombie. Mais à sa grande surprise, Ragna se réveille tout de suite. Il est confus parce que Crimson a dit que le poison le tuerait douloureusement. Crimson nie avoir menti. Il ne comprend vraiment pas pourquoi Ragna a survécu. Il a utilisé des nanomachines équipées d'une intelligence artificielle pour détruire des gènes. Ragna devrait au moins être à moitié mort. Crimson se met en colère. Ragna lui donne une claque sur la tête, l'envoyant voler contre le mur. Il dit qu'il est désolé d'avoir rompu leur promesse, mais les mots de Crimson ne l'émeuvent plus. Chimera essaie de s'approcher discrètement, mais il la maîtrise facilement. Il se souvient que dans le futur, il a tué Crimson et n'a jamais trouvé de cœur dans son corps. C'est probablement pour ça que Crimson n'a pas d'émotion. L'unité de Starlia avait de vrais sentiments et prenait de vrais risques, ce qui l'émouvait toujours. Crimson n'a que des plans. Ragna dit que même si leurs chances sont faibles, elles ne sont pas nulles. Si Crimson ne peut pas saisir cette chance maintenant, comment peut-il espérer détruire toutes les lignées plus tard? Crimson est sans voix. Chimera se transforme et tente d'attaquer à nouveau, mais Ragna l'arrête aussi. Crimson abandonne et lui dit de faire ce qu'il veut. Ragna s'en va et Crimson va simplement dormir. De retour au camp, Ragna constate que les soldats semblent à nouveau pleins d'espoir. Ils ont commencé à croire que Starlia pourrait encore être en vie. C'est parce que le bras prothétique en argent de Christopher bouge encore et il ne bouge que sous le contrôle Silverine de Starlia.
Ils veulent maintenant aller la secourir, et Ragna y va avec eux. Pendant tout cela, Starlia était toujours vivante, mais piégée dans la capitale avec Voltekamui. Quand elle s'est réveillée, elle était confuse quant à ce qui se passait. Voltekamui a calmement expliqué que lorsqu'on coupe la tête de quelqu'un, elle peut se reconnecter si elle est remise en place immédiatement. Cependant, il y avait maintenant une marque de poison sur son cou. Si Ragna ou quelqu'un de son unité venait la sauver, le poison s'activerait et la tuerait. C'était la façon d'Alto de se venger pour avoir perdu Territora. Soudain, le bras de Voltekamui a commencé à geler de l'intérieur. Le gel s'est propagé dans tout son corps, le forçant à se régénérer continuellement. C'était les effets secondaires des attaques de Ragna lors de leur dernier combat. Voltekamui a admis que c'était une autre raison pour laquelle il avait gardé Starlia en vie. Il voulait combattre Ragna à nouveau, mais seulement quand il serait à son meilleur niveau. Il a demandé à Starlia de l'aider à devenir plus fort. Starlia lui a rappelé qu'elle mourrait si Ragna apparaissait. Voltekamui a acquiescé et lui a dit que c'est pour cela qu'elle devait se dépêcher et finir une épée pour Ragna, une qui pourrait survivre à un combat contre sa griffe. Alors même si elle avait été empoisonnée et était en danger, Starlia s'est poussée à forger la meilleure épée qu'elle pouvait. Pendant ce temps, Crimson était allongé dans son lit, se sentant déprimé. Il vérifia la capitale en utilisant des images satellites et remarqua quelque chose d'étrange. Les dragons semblaient être pressés. Il supposa qu'Ultimacia ne pouvait peut-être plus utiliser ses pouvoirs de contrôle du temps, ce qui signifiait que c'était le moment parfait pour attaquer. Il rassembla ses partisans et se prépara pour la bataille. Ragna et le reste de l'unité de Starlia l'ont rejoint avec l'aide de Fiu et des clones de Carla. Dès qu'ils sont apparus dans la capitale, la marque de poison sur le cou de Starlia s'est activée, l'étouffant. C'est ainsi que Voltekamui a su que Ragna était arrivé. L'unité est descendue, remarquant que le soleil ne se levait pas à cause d'une barrière créée par Nebulun. Borgius a repéré le groupe et a commencé à attaquer. Voltekamui resta immobile, attendant Ragna. Les soldats criaient à Ragna de se dépêcher, et il courut vers Voltekamui. Nebulun sentit une autre présence venant d'en haut mais ne put dire qui c'était. C'était Crimson, arrivant par sa salle de téléportation. En survolant la barrière, Crimson a compris quelque chose d'important. Les dragons n'arrêtaient pas le temps. Cela l'a confirmé. Il ne pouvait plus utiliser la magie de contrôle du temps. Il a rapidement largué le robot géant de Golem sur le champ de bataille en utilisant le transfert spatial. Nebulun a paniqué et a appelé Borgius pour arrêter la machine. Ragna a remarqué que Crimson était arrivé, comme il l'espérait. Quand il a atteint Voltekamui, il a trouvé Starlia presque morte. Voltekamui s'est écarté, leur laissant dire leurs adieux. Ragna tenait Starlia dans ses bras, le cœur brisé à la vue de sa souffrance. Il avait tenu sa promesse et était venu pour elle, mais maintenant il ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait pas geler le poison sans la geler elle aussi. Crimson ou l'église solaire pourraient aider, mais il n'y avait pas de temps. Starlia lui a dit faiblement de prendre l'épée qu'elle avait fabriquée pour lui. Quand il l'a prise, il s'est souvenu de la comète argentée de son rêve. Elle s'est excusée, disant que ce n'était pas l'épée parfaite qu'elle avait voulu faire. Elle regrettait de ne pas être assez bonne, pensant que l'épée ne serait pas assez forte pour battre la griffe de Voltekamui. Elle pleurait, disant que peut-être la prochaine fois, elle pourrait en falsifier une meilleure, mais elle savait qu'il n'y aurait peut-être pas de prochaine fois pour elle. Ragna a commencé à paniquer. Il voulait qu'ils vivent et rient à nouveau ensemble. Mais si cela ne pouvait pas arriver, il voulait au moins qu'elle le voie se battre. Il lui avait promis qu'il gagnerait avec cette épée et vaincrait Voltekamui. Même si elle ne pouvait pas le voir de ses yeux, il brillerait tellement qu'elle le verrait avec son cœur. Nazarena est ensuite venue et a emporté Starlia pour que Ragna puisse affronter sa bataille. Voltekamui s'est avancé et Ragna lui a dit d'arrêter de perdre du temps et de se transformer en dragon. Mais Voltekamui voulait d'abord montrer sa griffe. Cela pourrait changer de forme selon l'utilisateur. Lorsqu'il l'a levé, il est devenu massif, comme une griffe de foudre, et a envoyé d'énormes ondes de choc électrique dans la zone. Ragna s'en fichait, il s'est simplement précipité et a gelé le bras de Voltekamui d'une main, puis l'a coupé en deux. Voltekamui était ravi de cela et s'est régénéré. Ragna a placé son épée sur son dos et elle a commencé à briller si intensément qu'il s'est élevé du sol. Voltekamui était impressionné. Sa griffe l'a amené à 100%, mais l'épée de Ragna l'a amené à 120%. Soudain sérieux, Voltekamui s'est enfin transformé en dragon. Leur intense bataille a commencé. Ragna bloqua sa première attaque avec juste ses mains, libérant une énorme explosion d'énergie silverine. La force était si forte que Nazarena devait emmener Starlia très loin. Ragna les vit s'envoler et envoya une de ses épées pour les aider à aller plus vite. Puis il se retourna vers Voltekamui et continua à se battre de près, le frappant encore et encore. Voltekamui a riposté tout aussi fort, ils se sont affrontés à plusieurs reprises jusqu'à ce que Voltekamui voie une ouverture et frappe Ragna avec sa queue, le projetant au sol, puis il a tendu sa griffe pour le poignarder de loin, mais Ragna a esquivé et s'est relevé. Voltekamui a chargé et ils se sont battus pendant un moment, Voltekamui commençant à prendre l'avantage. Il s'est placé derrière Ragna et a tiré une décharge d'énergie, mais l'épée de Starlia a activé une de ses barrières pour le protéger.
Même alors, Voltekamui a réussi à immobiliser Ragna avec sa griffe. Ragna a essayé de geler la griffe tandis que Voltekamui préparait à lancer une énorme boule électrique. Juste à temps, Ragna a enlevé la griffe, a bloqué l'explosion avec une main et a transformé son autre main en lame. Il a tranché l'attaque, s'est élancé dans les airs et a coupé le bras de Voltekamui. Voltekamui a essayé de contre-attaquer avant de se régénérer. Leur combat continua alors que Nazarena regardait de loin. En tenant Starlia, elle admirait l'énergie lumineuse de Ragna et en parlait à Starlia. Starlia, encore faible, lui dit d'arrêter de perdre du temps à parler de quelqu'un qui était sur le point de mourir. Nazarena s'inquiéta, mais réalisa ensuite que Starlia avait cessé de répondre. Les larmes aux yeux, elle a chuchoté au revoir et a laissé son corps derrière elle. Pendant que tout le reste se passait, Nebulam pouvait encore sentir la présence de Crimson. Il avait caché Ultimatia dans un espace alternatif secret et il avait maintenant peur que Crimson l'ait trouvé et essaye de prendre le contrôle. Crimson a commencé à lancer un sort, détruisant rapidement toutes les barrières que Nebulam avait travaillé si dur à mettre en place. Nebulam a commencé à paniquer parce que Crimson était trop rapide et défaisait tout en quelques secondes, mais au lieu d'abandonner, Nebulam s'est motivé et s'est poussé plus fort, essayant de réparer le pare-feu. Juste au moment où il pensait pouvoir tenir Crimson à distance, Slime est soudainement apparu et l'a englouti tout entier. Crimson a finalement brisé toutes les barrières et est entré dans l'espace alternatif. Il s'est déplacé silencieusement derrière Ultimatia, qui faisait face de l'autre côté, et a pointé une arme sur elle. Juste avant qu'il ne puisse tirer, Nebulam, d'une façon ou d'une autre, encore conscient, a crié son nom pour la prévenir. Elle s'est retournée juste à temps pour être touchée à l'épaule. Elle a utilisé son propre sang pour créer du feu et l'a lancé sur Crimson, mais il a esquivé et a sauté sur une autre plateforme. Puis il a piraté le système de l'espace pour les enfermer ensemble et ralentir le temps. De cette façon, personne ne pourrait interrompre et Ultimatia ne pourrait pas utiliser sa magie au-delà de cet espace. Elle a remarqué que sa blessure ne guérissait pas et s'est souvenue que Voltekamui lui avait dit de se mettre en colère dans ces situations. Alors elle l'a fait, elle s'est mise en colère et s'est transformée en dragon. Avant cela, Crimson était allé récupérer son cœur qu'il avait caché. Sa version royale était apparue et lui avait dit de réfléchir attentivement avant de continuer. Deux autres parts de son esprit, Alice et Veronica, sont apparues aussi. Elles ne comprenaient pas pourquoi il voulait tout risquer pour Ragna. Mais Crimson avait pris sa décision, Ragna en valait la peine, même s'il ne pouvait pas récupérer plus de 10% de son pouvoir. Avec son cœur de retour, il pourrait enfin vaincre Ultimatia. Alors, il a pris son cœur et l'a laissé fusionner avec lui à nouveau. De retour dans l'espace alternatif, Ultimatia l'a attaqué avec des rayons d'énergie, mais Crimson a esquivé et utilisé ses grenades flash. Comme le temps passait lentement là-bas, les bombes lumineuses n'ont fait que s'illuminer un peu, mais c'était suffisant pour déranger Ultimatia, alors elle s'est cachée derrière un bouclier. Crimson a tiré sur elle, mais les balles ont ricoché. Elle a attaqué avec sa queue, mais il a esquivé à nouveau et a expliqué comment il a fabriqué les balles pour vaincre même lui-même. Ces balles perturbent le flux sanguin et stoppent la magie. Puisqu'ils utilisent tous deux la magie du temps, les balles fonctionneraient aussi sur Ultimatia. Tout ce qu'il avait à faire était de viser son cœur. Il a tiré une balle spéciale, accélérée 50 fois. Lorsqu'un autre éclair a illuminé l'espace, la douleur a fait grimacer Ultimatia et la balle a touché son aile, brisant le bouclier et la faisant tomber de la plateforme. Elle a atterri sur un pilier cassé et Crimson l'a poursuivie. Il a tiré une autre balle alors qu'elle se recroquevillait de peur. Pendant ce temps, Christopher et Few avaient réussi à vaincre Holto. Mais avant qu'Holto ne meure, il a utilisé une attaque secrète pour les blesser gravement. Isaac s'est précipité et a figé Holto pour de bon. De retour à la bataille, Crimson avait du mal. Ultimatia n'était pas la plus forte des monarques, mais elle avait accumulé tellement de magie qu'elle pouvait surpasser la plupart des dragons supérieurs simplement en lançant des attaques de manière désordonnée. C'était difficile pour lui de s'approcher, alors il a utilisé une attaque psychique pour rendre le silence total, et pour amplifier sa voix, la torturant avec des mots. Il lui a dit qu'elle n'était rien comme la vraie Carla, elle n'était qu'un clone essayant de se faire remarquer. Il a même insulté le dieu dragon, disant qu'il lui avait fait détruire un royaume à cause d'une pâtisserie. Ultimatia commença à paniquer. Elle se rappelait comment elle voulait juste être gentille, aider les gens, mais finalement, elle ne voulait que se sauver elle-même. En même temps, Borgius était furieux après avoir découvert que Nebulam avait été mangé. Il a fait irruption dans le bâtiment et l'a détruit d'un coup, ne laissant que les os de Nebulam. Attristé mais concentré, il s'est rappelé son travail, protéger Ultimatia. Il a pénétré dans l'espace alternatif juste au moment où Crimson s'apprêtait à tirer sur elle à nouveau. Il a crié son nom pour qu'elle puisse s'échapper par le trou qu'il avait fait. Ultimatia a essayé de fuir, mais Crimson l'a poursuivi, esquivant toutes ses attaques et tirant à nouveau. Dehors, Chimère avait été éliminé, mais sa queue de serpent était encore vivante. Crimson a échangé sa place avec la queue et est revenu sous forme humaine. Borgius, voyant Crimson vivant, était choqué et furieux. Ils avaient servi ensemble le dieu dragon. Se sentant trahi, Borgius a utilisé une attaque magique massive, mais a échoué. Serpent, maintenant sous forme complète, a utilisé un mouvement insensé appelé effondrement mondial, explosant Borgius de l'intérieur.
L'attaque a tout détruit à proximité, y compris l'espace alternatif et la dernière barrière de Nebulam. Ultimatia et Crimson ont été projetés au sol, blessés. Snake s'est excusé auprès de Crimson avant de s'effondrer et de mourir. Avec la barrière disparue, la lumière du soleil pénétra. Borgius prit feu et brûla, appelant Voltekamui à protéger Ultimatia. Mais juste à ce moment-là, Isaac l'acheva en lui tranchant la tête. Le reste de l'unité s'est précipité vers Ultimatia, qui était allongé au sol blessé. Pendant ce temps, Voltekamui combattait encore Ragna. Même si Voltekamui était plus rapide, Ragna tenait le rythme, attaquant et se défendant avec tout ce qu'il avait. Les griffes de Voltekamui pouvaient se plier dans toutes les directions, mais Ragna esquivait à chaque fois et ripostait avec des frappes précises. Il a même coupé les jambes et la queue de Voltekamui, le forçant à lâcher sa griffe. Ragna a ensuite utilisé Silverine pour l'éblouir avec un flash de chasse. Voltekamui a réalisé que Ragna était trop fort et a décidé de se donner à fond. Il a pris la griffe et s'est préparé. Au même moment, Ultimatia s'est levé pour se défendre alors qu'Oik et les autres l'atteignaient. Mais Nazarena l'a poignardé à la tête, la faisant crier et tirer des rafales d'énergie sauvage qui ont blessé de nombreuses personnes, y compris Nazarena. Voltekamui a utilisé une technique puissante appelée les arts de bataille du dieu de la foudre, qui a augmenté la gravité et a attiré tout le monde vers le bas, y compris Ultimatia. Il a fusionné avec sa griffe, transformant ses bras en lames. Ragna, prêt avec son propre bras lame, a fait face, mais Voltekamui était trop rapide. Il a coupé la lame de Ragna en un éclair et l'a poignardé à l'abdomen avec un coup de genou. Puis, il a décapité Ragna et a encore augmenté la puissance électrique. Au sol, Crimson saignait abondamment. Il a entendu Slime errer et l'a appelé avec un des coéquipiers de Starlia. Puis, une énorme explosion de l'attaque de Voltekamui a retenti, emportant tout, y compris la tête de Ragna. Voltekamui a dit qu'il était maintenant à son apogée et voulait combattre le monarque griffu et même le dieu dragon. Mais Ragna, encore en vie, a lancé un autre éclair de chasse qui a envoyé Voltekamui profondément sous terre. Son épée s'est fissurée sous la force, Ragna a réattaché sa tête, s'est soigné avec de la Silverine et s'est relevé. Ultimatia a rampé vers Voltekamui et a crié son nom. Il a répondu en criant, lui disant de rester en dehors de son combat. Voltekamui a chargé de nouveau Ragna, prêt à en finir, mais Ragna réfléchissait rapidement. Il a réalisé que la chasse au flash ne suffisait pas. Cela devait être plus rapide que le son et la foudre. Il s'est dépassé, tranchant Voltekamui 2 fois avant qu'il puisse frapper. L'explosion de la puissance de Ragna était massive. Le monarque à griffes, regardant de loin, a dit que c'était ironique. Voltekamui, qui battait tout le monde par sa vitesse, a été battu par la vitesse. Alors qu'il mourait, Voltekamui se souvenait comment il volait le pouvoir des autres. Mais il n'a pas pu voler celui de Ragna car il ne le comprenait pas. Comme dernier acte, il a lancé sa griffe sur Ragna, mais Ragna l'a bloqué et s'est effondré. Ultimatia a vu tout cela et a été stupéfaite. Elle n'arrivait pas à croire que Voltekamui était parti. Elle a crié et a libéré une énorme quantité de magie, arrêtant le temps. Elle espérait que son pouvoir était revenu et a essayé de remonter le temps pour ramener tout le monde. Mais juste à ce moment-là, la fille de l'unité de Starlia lui a tiré dans le cœur avec le pistolet de Crimson. Crimson lui avait dit de le faire. La fille a hésité, pensant qu'elle pourrait revoir ses amis si Ultimatia remontait le temps. Mais son doigt a appuyé sur la gâchette avant qu'elle ne puisse décider. Elle est tombée à genoux et a pleuré pendant qu'Ultimatia mourait. Crimson a verrouillé son cœur à nouveau, abandonnant sa forme de monarque et redevenant normal. Le champ de bataille était silencieux, plein de corps tombés. Même Crimson pensait que c'était une vue tragique. Ragna était assis seul, tenant ce qui restait de son épée, la fixant. Il a eu une vision de son futur, lui demandant s'il ressentait des regrets. Ragna a dit non, il n'aurait pas gagné sans tout le monde. Mais il ressentait de la tristesse. Son futur moi s'est transformé en Crimson, demandant s'il allait arrêter. Ragna a dit non, il pouvait gérer la tristesse, mais il n'arrêterait jamais de chasser les dragons, même s'il devait le faire seul. Crimson l'a réveillé et Ragna s'est retrouvé dans une capsule. Crimson et Gollum l'ont emmené dans une pièce où Starlia dormait. Nazarena, Slime et Ikk étaient là aussi. Crimson lui a dit que Starlia était complètement guérie du poison d'Alto. Avant qu'Alto ne meure, il donna à Isaac l'antidote comme récompense. Starlia était physiquement en bonne santé, mais elle était dans le coma. Ragna s'approcha d'elle, se souvenant quand elle lui avait demandé de rester avec elle parce qu'elle ne voulait pas qu'il soit malheureux. Il pleura, heureux qu'elle soit vivante, même si elle n'était pas encore réveillée. Il se promit qu'elle se réveillerait un jour et forgerait l'épée dont elle avait toujours rêvé pour lui. Même après tout, c'était toujours une victoire. Tous les soldats de Starlia, morts ou vivants, seraient d'accord avec cela. Ragna a emballé son morceau d'épée cassé dans son manteau, puis est parti pour une nouvelle mission pour traquer la prochaine lignée de dragons.